Je poursuis en vidéo parce qu'apparemment, j'arrive pas à enregistrer un deuxième message audio sur votre fil. Excusez-moi. Alors, je reprends. Donc, vous commencez par parler d'un domaine que je connais bien et que vous connaissez aussi très bien, qui est le problème de la productivité et de la tendance qu'a eu le modernisme à produire des objets de mauvaise qualité. Donc, le produit de très bonne qualité a été supplanté par une copie. Et la copie se vendait bien parce qu'elle bénéficiait de l'image de marque du produit originel. On a d'abord commencé par intégrer les bons artisans dans les entreprises, et puis petit à petit on a baissé les coûts, on a chassé finalement les artisans, on leur a souvent pris des brevets ou des savoir-faire, et puis on les a virés. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs, puisque nous avions une activité où on faisait quelque chose de qualité, et bien sûr on a été dépassé par des gens qui sont, on peut le dire, des contrefacteurs, des gens qui font des choses de mauvaise qualité pour gagner plus d'argent. Bon. Alors ça c'est un problème, mais d'un autre côté, il faut reconnaître que l'adaptabilité du marché est nécessaire. Elle peut être vertueuse dans la mesure où les gens fabriquent moins cher parce qu'il y a une demande de produits moins chers. Ça nous renvoie en fait au pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, eh bien, s'il est très bas, il faut se poser la question, et c'est ce que vous faites. Alors donc je commencerai par dire, d'une part, il est nécessaire que le marché s'adapte, il ne faut pas trop intervenir, parce qu'il faut effectivement que les gens soient capables de proposer des choses moins chères, parce qu'il y a une demande. Mais d'un autre côté, il faut aussi, alors, vous avez compris ma parenthèse, il faut contrôler aussi l'obsolescence, les produits de mauvaise qualité, les choses qui sont sciemment mal faites, etc. Il faut effectivement avoir quelque chose là-dessus. Il n'y a pratiquement rien pour l'instant, à part la DGCCRF et des gens comme ça. Il n'y a pas vraiment d'instance qui fasse en sorte que le consommateur soit respecté dans ses achats. Et si ce n'est des organisations privées, mais qui n'ont peut-être pas beaucoup de puissance. Alors il y a 60 millions de consommateurs, il y a des choses comme ça, mais je pense que l'État devrait s'intéresser au respect d'une parole donnée, et peut-être, moi je pense à l'abrogation de la publicité. Je pense qu'il faudrait la supprimer en fait. Et le public se fera son idée, ne sera plus influencé et se communiquera sur la qualité des produits. Bon, donc ça je le mets de côté pour l'instant parce que c'est un sujet assez spécieux et dont on pourrait parler par ailleurs. Venons-en maintenant donc à ce problème de pouvoir d'achat. Donc l'avidité de ces industriels, elle vient du fait qu'ils peuvent faire de l'argent s'ils baissent leurs coûts. En tout cas, c'est souvent comme cela que ça se produit, avec une variante que vous ne voulez pas intégrer parce que vous avez parlé de technocratie. Et puis également de l'énergie. Mais vous n'avez pas parlé du problème de l'imbroglio technocratique, l'imbroglio des lois, des textes, des règlements, du coût de la main-d'œuvre, car c'est ça qui plombe le plus les prix, et de toutes sortes de dispositions sociales aberrantes. Notamment la protection donnée à des organisations telles que des syndicats qui vivent sur des rentes, toutes sortes de choses qui rendent le travail beaucoup plus cher en Occident, en France en particulier qu'ailleurs. Alors qu'on a des gens qui travaillent très bien, une productivité qui est équivalente, on ne travaille pas moins bien. Mais on ne gagne pas d'argent. En fait, si vous voulez, il y a quand même, il faut bien le dire, un état d'esprit qui est très anti-entreprise, surtout petite entreprise, les gens qui cherchent à créer de l'activité, l'esprit entrepreneurial est très mal vu, en fait, en France, quoi qu'on dise. Le public, de manière générale, est assez à la fois communard et jacobin. Il n'aime pas les gens qui essaient de gagner de l'argent. Ça ne plaît pas. Bon. Alors, il y a un excès inverse aux États-Unis, mais nous, on est dans une extrémité de ce point de vue-là, et ça a été remarqué par bien des gens depuis très longtemps. C'est aussi ce qui fait que beaucoup d'investisseurs s'en vont, puisqu'en France, l'argent est mal vu. C'est structurel, c'est pas seulement dans la mentalité, c'est structurel aussi, puisque dans les textes, dans les lois, tout est fait pour vous contrôler. Il y a une déclaration préalable à l'embauche, il y a l'intervention du juge au moment des licenciements, et toutes sortes de dispositions qui font qu'en France, en réalité, l'entrepreneur est l'animal à domestiquer, à contrôler, à fouetter, à traire, au profit de qui ? Au profit de l'administration. Donc il y a une hyper-administration, il y a beaucoup trop d'institutions qui plombent et qui font augmenter les impôts dont vous avez parlé. Alors ça, il faudrait vraiment s'y intéresser. Et c'est pour ça que, parmi les mesures que j'ai proposées, il y a la suppression d'un certain nombre de ministères. J'ai dit qu'il fallait en ramener au nombre de 8. C'est ce que fait M. Milei, qui a peut-être entendu ma proposition que j'ai faite il y a déjà très longtemps. 8, c'est un grand maximum. Je pense même qu'on pourrait en avoir que 4, mais enfin, supposons 8, comme les Allemands. Et puis supprimer surtout des millions d'agences, pôles, directions, antennes locales, etc. C'est des millions qu'il y a en France.
et qui coûte un fric fou. Et puis, il faudrait aussi, bien sûr, épurer au sein des ministères qu'on conservera une masse de gens qui ne sont pas tous nécessaires, loin s'en faut. Et en revanche, ajouter des fonctionnaires là où on en a besoin et là où on en manque. Bon. Il faudrait aussi payer mieux les fonctionnaires et introduire la notion de mérite, à mon avis. Bon. Dès lors que le pouvoir d'achat revient, ça va déjà mieux pour l'économie et les gens vont se remettre à acheter des choses de qualité, puisque les gens, naturellement, préfèrent acheter un matériel de bonne qualité qu'un matériel de mauvaise qualité. La mauvaise qualité, c'est le témoignage d'une société qui est en souffrance. Bon. Alors après, il y a une autre dimension qui est beaucoup plus vaste, qui est en fait un problème d'éducation. Et c'est un peu ce dont nous avons parlé, qui est le rapport, bien sûr, à l'argent, mais pas seulement. Le rapport à l'objet. L'objet de qualité, par exemple, qui est beaucoup moins en vogue que jadis. Un aristocrate, dans ma famille, un aristocrate, il avait 2 costumes. Et son costume lui faisait 20 ans, ou 30, ou 40. On n'avait pas 150 costumes. Donc il y a un rapport, si vous voulez, aux choses qui relève d'une éducation. Et l'éducation, c'est, à ce moment-là, tout à fait différent, parce que s'il est vrai qu'il faut, pour changer tout ce que j'ai dit, à savoir les institutions, les impôts, etc., il est nécessaire d'en passer par un bouleversement complet, plus encore, si l'on parle d'éducation profonde, de changement de postulat de base, alors le système dans lequel nous sommes est le mauvais. Et c'est là où je dis que vous vous arrêtez au milieu du gué, car il n'y a pour moi pas d'autre solution que de renverser le système et amener un système qui soit véritablement un système de qualité, où il y aura une véritable valeur des objets, ils sont vendus beaucoup plus cher, il y aura beaucoup moins d'impôts, le savoir-faire surtout, sera valorisé, et du coup ça chassera le produit à bas coût. D'autant que parmi les mesures, vous l'avez peut-être remarqué, je ne sais pas si vous êtes allé les voir attentivement, en tout cas parmi mes mesures, je rétablis un protectionnisme, je déplace l'assiette de l'impôt depuis la vente de l'objet sur l'importation. À la douane, à la frontière, le produit est taxé, et donc le produit est moins cher à l'intérieur. Enfin, alors, en fait, le prix va baisser, parce que je vais baisser les impôts de manière générale, mais en plus, il y aura un report d'un reliquat de taxes sur le passage à la frontière. À ce moment-là, évidemment, on va freiner grandement l'importation des produits venant de Chine. Ce sera bon pour l'écologie, ce sera bon pour beaucoup d'autres choses, et ce sera bon aussi pour la productivité et la production nationale qui sera relancée, parce qu'on gagnera plus facilement de l'argent. Bon. Alors, avec l'émergence ou la réémergence de gens qui font des très beaux produits, vous avez la réémergence d'une mentalité aussi. Voilà, c'est une parenthèse. Il faut s'intéresser donc à l'éducation. L'éducation, c'est nécessairement, ça en passe par l'école. Et donc, à ce moment-là, il faut toucher l'école. Eh bien, j'ai l'honneur de vous dire que si vous voulez toucher l'école et changer les choses à ce niveau-là, vous êtes obligé de changer de régime complètement. C'est-à-dire que vous êtes obligé, en fait, d'en finir avec le modèle républicain. Et donc, à ce moment-là, vous avez une révolution, ou une contre-révolution, ce que je préférerais personnellement, un changement véritable, c'est-à-dire l'abandon de la République, ce que je préconise comme préalable nécessaire, et l'instauration d'un nouveau régime, tel que celui que j'ai décrit, et qui sera un régime qui permettra de fusionner les 3 grands régimes, qui sont la démocratie, l'aristocratie et la monarchie. Seul à ce moment-là, nous aurions une stabilité avec un tabouret qui tiendrait sur 3 pieds et non sur un seul. Parce que tous les régimes que nous avons connus se sont cassés la figure à force d'absolutisme et par usure, parce qu'il y avait un manque d'équilibre. Encore que, on peut dire que le pouvoir du temps de Louis XV ou de Louis XVI était bien plus équilibré que la démocratie, puisqu'il y avait une monarchie certes, mais il y avait aussi un parlement, il y avait aussi des contre-pouvoirs, il y avait un tiers-état, et tout cela était mieux équilibré que ça ne l'est aujourd'hui, où le peuple n'existe strictement plus du tout, à part l'élection qui est une pantomime, puisque vous allez mettre un bout de papier dans une urne pour quelqu'un qui de toute façon ne vous écoutera jamais, puisque c'est les sollicitations essentielles qu'ils subissent à l'Assemblée nationale, par exemple, ou à la mairie, eh bien c'est l'administration, c'est le parti politique, ce sont les médias, etc. Donc vous n'existez plus en fait. Donc dans les faits, je le sais puisque je suis fils de député, petit-fils de député, dans les faits, en réalité, les électeurs, ils comptent pour rien. Et les quelques députés qui subsistent et qui font bien leur travail, en général, ils ne sont pas réélus. Parce qu'ils n'ont pas la presse avec eux, etc. Bon. Nous sommes dans un système qui détruit, si vous voulez, la qualité, les vertus, les bonnes actions, l'économie, la justice, la santé, etc. Ça, je l'ai déjà dit. Il faut donc changer de système. Il faut aller jusque-là. Et c'est pour ça que vous avez ces drapeaux derrière moi. Il faut changer de pays, il faut changer de drapeau, il faut changer d'hymne, il faut changer de capitale, il faut tout changer, conserver un certain nombre de choses, hein, non pas tout, mais il faut changer beaucoup de choses, en tout cas beaucoup de choses qui frappent les esprits et qui amènent à des changements profonds. Donc, disparition de plus de 600 impôts, suppression de nombreux ministères, je l'ai dit, agences et autres,
l'intervention du public, du peuple, à l'origine de la loi. Je pense qu'il faut établir que le peuple est à l'initiative de la loi et non plus le Parlement. Fin de la représentation nationale, qui n'a plus aucun intérêt, puisqu'aujourd'hui les gens peuvent s'exprimer par eux-mêmes via Internet. On a des outils pour ça aujourd'hui, donc on n'a pas besoin d'avoir cette représentation. En revanche, il faut créer une aristocratie, c'est-à-dire des gens qui sont capables de dire ce qui est juste et ce qui est bon dans les métiers. Rien ne vaut les savoir-faire, donc il faut une aristocratie. Le peuple n'est pas toujours conscient de ce qu'il faut faire pour aller jusqu'au bout d'un projet de loi ou d'une proposition de loi. Vous le comprenez très bien en prenant l'image, vous pouvez prendre dans votre métier. Il est évident qu'on ne va pas demander au public de venir concevoir une voiture. En revanche, le public va vous dire, la voiture, moi je voudrais qu'elle soit comme ci et comme ça. Et à ce moment-là, les experts que sont les ingénieurs vont mettre au point ce souhait du public. Et donc un bon système politique fonctionnera comme ça. Le peuple est à l'initiative des lois, il participe à l'élaboration aussi, il peut parfaitement participer et monter de grade en grade. Moi je pense qu'il faut créer un système d'objectivation des avis et un travail en communauté qui fait que les gens, plus ils travaillent à l'élaboration des lois, plus ils vont monter en grade et plus ils seront aptes à apporter des modifications, des suggestions qui seront débattues, votées et ensuite transférées auprès des sages que sont les aristocrates, au sens étymologique du mot, c'est-à-dire les meilleurs dans leur métier, et qui pourront dire attention, là ça va pas du tout, parce que nous qui sommes des gens de métier, là ce que vous nous dites ça va pas du tout, c'est pas comme ça qu'on construit un bateau, c'est pas comme ça qu'on fait un avion, c'est pas comme ça qu'on crée, qu'on fait l'école ou qu'on paye des fonctionnaires. Bon, vous voyez, toutes sortes de choses qui pourraient être nécessaires avant de prendre des décisions législatives. Aujourd'hui, nous avons des ignares qu'on appelle députés, des gens qui sont d'une ignorance parfaite sur tous les dossiers, et à qui on confie la rédaction des lois, ce qui est une aberration en fait. Donc ça c'est un manque profond. Ensuite il y a la partie monarchique, mais on en parlera peut-être dans une autre vidéo, dans notre communication, puisque c'est pas tout à fait le sujet que vous me posiez. En tout cas, voilà ce que je préconise, un système donc polyarchique, reposant sur les trois régimes. Et puis j'ajouterai une dose d'anarchie, parce que je pense qu'on a beaucoup trop d'institutions, comme je l'ai dit, et donc il faudrait introduire une partie d'anarchie au sens original du terme, et donc beaucoup moins de contrôle de pouvoir, beaucoup moins de présence de l'administration, beaucoup moins de surveillance, etc. Il faut rétablir les libertés de manière radicale dans ce pays, puisqu'elles ont pratiquement disparu, que nous sommes en dictature. Voilà, est-ce que j'ai abordé tous les sujets ? Je crois que ça résout à peu près tout ce que vous avez dit. Les journalistes, alors il faut supprimer les subventions, de toute façon, parce que vous les payez, les subventions à la presse, pour que les gens vous mentent. Ils sont payés, vous les payez pour qu'ils vous mentent, c'est assez extraordinaire. Donc les journalistes, il faut supprimer les subventions, bien sûr. Et puis donc désindustrialisation, on résout le problème par le retour de la production en France. Rester en France pour LVMH, écoutez, c'est tout à fait normal que les gens s'en aillent, et je trouve pas, moi je suis assez scandalisé par les gens qui prétendent qu'il faudrait pourchasser les gens qui s'en vont de France parce que fiscalement c'est moins cher ailleurs. C'est une liberté naturelle. Les gens ils s'en vont, s'ils s'en vont c'est que c'est trop cher en France, c'est tout, et c'est tout à fait naturel. S'il y a un paradis fiscal, c'est bien qu'il y a un enfer fiscal. La France est un enfer fiscal. Il faut donc assurer la liberté aux gens de partir ou de venir. Il faut donc pour ça baisser fortement les impôts, et moi je les réduirais pratiquement à néant. Il faut supprimer la TVA, déjà, on va commencer par ça. La TVA est un impôt absolument scandaleux que nous avons inventé et exporté dans le monde entier, et qui est profondément néfaste. Bon, tout ce que je vous dis là, j'en ai fait des vidéos plus complètes, je survole. Il faut supprimer beaucoup d'impôts, et à ce moment-là, les investisseurs viendront en France parce que notre fiscalité sera moins élevée que celle de l'Irlande, qui a récupéré pourtant presque tous les sièges sociaux des grosses entreprises mondiales, en tout cas occidentales. Donc nous allons, la France, récupérer beaucoup de gens. En plus, on est beaucoup mieux situé que l'Irlande, et donc ce sera très simple de la récupérer. Bon. Et puis ce sera très bon aussi pour négocier la dette, l'histoire de la dette, puisqu'on va prôner un effacement de la dette, en tout cas une large partie, et puis un échelonnement, un moratoire sur le reste. Mais il est absolument indispensable de rassurer les investisseurs pour pas que les choses s'écroulent complètement. Donc on va leur présenter un plan complet, d'éradication des dépenses inutiles, d'économie budgétaire absolument énorme et sans précédent, puisqu'on va réduire à 1 pour... je ne vais pas dire 1%, mais facilement 1 pour 50. On va diminuer le train de vie de l'État de 50, je pense à peu près. Et à ce moment-là, on pourra dire, vous voyez, vous allez gagner de l'argent. Donc la dette, on peut l'oublier, puisque ce qui est important, c'est pas l'argent qu'on vous doit, c'est l'argent que vous allez faire. Parce que l'argent que vous allez faire a beaucoup plus de valeur que l'argent que nous vous devons, et que nous serions bien normal de payer. De toute façon, personne ne peut vous la payer, cette dette, il ne faut pas vous faire d'illusions. Et puis, ce faisant, bien sûr, on supprime une allégeance aux gens qui tiennent la dette. Voilà. Le problème de l'achat des produits chinois est aussi résolu par cette manière. Tout ça, c'est évidemment
tout ça, je ne vais pas dire que c'est théorique, hein, parce que c'est quand même très très pensé, très concret, et ça s'appuie sur des exemples qui existent déjà soit dans notre actualité, dans le monde, soit dans l'histoire, mais disons que c'est putatif, hein, c'est pas encore fait en France, on en est loin. La technocratie, j'en ai parlé, les impôts aussi, l'imbroglio réglementaire, etc. Bon, voilà. Voilà à la volée ce que je pourrais vous dire, sans notes et en improvisant. Merci pour votre message. Et merci de nous ouvrir le débat.